Dans cette vidéo, on va traiter la correction de l'exercice du TD-T2, le numéro grand 3, qui traite d'un cycle que subit une quantité de matière donnée de gaz supposé parfait. Une transformation cyclique, c'est une transformation qui permet de revenir au point de départ. Donc notamment, on va imaginer ici une transformation cyclique constituée de 3 transformations basiques, une isobare, une isocore, une isotherme. L'objectif de cette vidéo est d'axer la correction de manière à mettre en exergue des points méthodologiques importants qui vous permettent de résoudre des exercices plus particulièrement adaptés à la thermodynamique des gaz. La première chose qu'il faut faire, c'est lire très convenablement l'énoncé et d'essayer d'extraire le maximum d'informations. Notamment, si je lis l'exercice, on nous dit ici qu'au cours d'une évolution isocore, première information, 50 litres de gaz parfait monoatomique à une température initiale de 300 Kelvin passe d'une pression de 3 bars à une pression de 2 bars. Ainsi, d'emblée, on a beaucoup d'informations qui peuvent être extraites de cette première ligne et je vous invite à construire ce qu'on appelle un diagramme des états ou un tableau des états qui va nous permettre effectivement de lister les différentes pressions, volumes et températures correspondant aux différents états d'équilibre qui sont inventoriés dans cet exercice. Notamment, on sait que dans l'état initial, on a 50 litres de gaz sous une pression de 3 bars et à une température initiale de 300 Kelvin. Ainsi, chose particulièrement intéressante, ici le système étudié c'est bien le gaz et on voit d'emblée que l'on peut avoir une information qui est la quantité de matière de gaz. Donc on peut effectivement calculer cette quantité de matière comme étant ici PV divisé par RT et on peut ainsi obtenir la quantité de matière que l'on peut calculer aisément. Mais attention, autant vous pouvez avoir une pression, un volume et une température dans des unités qui ne sont pas légales dans le tableau, autant il faut faire attention dans cette formule. P en bar, donc 3 bars, je suis à 3,10 puissance 5, multiplié par un volume en litres, donc 50 10-3 en mètres cubes, divisé par 8,314, et divisé par 300, puisque ici, on a des Kelvin. Donc, ce qui nous donne ici 6 mol. Alors, c'est pas demandé, mais c'est une information qui peut toujours être intéressante ici. On va effectivement continuer à extraire des informations du texte. Donc, on vous dit qu'on passe au cours d'une évolution isocore de l'état 1 à l'état 2. Donc, de 1 à 2, j'ai une isocore. Ainsi, on vous dit qu'on passe à une pression qui est doublée. Donc, ici, la pression P2 va donc être forcément à 6 bars. Et comme on sait qu'on a une isocore, bah forcément, de l'état 1 à l'état 2, le volume est le même. Donc rien que par la lecture, je vois que j'ai beaucoup d'informations qui sont données. Enfin, on passe à l'état 3 comment? Eh bien, au cours d'une détente isotherme. Donc, si c'est une détente, ça veut dire qu'a priori, on va augmenter le volume, mais on sait que c'est isotherme. Donc, forcément, de l'état 2 à l'état 3, j'ai une isotherme. Donc, forcément, la température, certes que je ne connais pas pour l'instant de l'état 2, sera la même que l'état 3. Donc, j'ai un connecteur logique entre cette case du tableau et celle-ci. C'est tout ce
que je peux extraire comme information à partir du début de la deuxième ligne. Et ensuite, on vous dit enfin le gaz subit une évolution isobare jusqu'à son état initial. Donc on revient à l'état initial au cours d'un processus isobare. Donc forcément, si c'est isobare, ça veut dire que l'état 3 est à la même pression que l'état 1. Donc forcément, je connais la situation ici. On vous demande premièrement de représenter le diagramme de Clapeyron et de compiler les informations PVT dans un tableau. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc on va respecter la hiérarchie méthodologique qu'on a déjà mise en place. On définit le système. Ensuite, on va exploiter les équations d'état avant d'envisager un traitement énergétique. Donc on met en œuvre le chapitre T1. Donc là, c'est assez facile, hein, puisqu'il nous manque la température 2. Donc forcément, la température 2, eh bien, d'après la loi des gaz parfaits, bah, ça va être tout simplement P2, V2 que je connais, sur R, N. Donc comme j'ai N, je vais pouvoir effectivement déterminer tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai 6 bars, donc 6 10 puissance 5. Multiplié par V2, multiplié par 50 10 moins 3, divisé par la quantité de matière, et divisé par 8,314, ce qui nous donne 600 Kelvin. Donc, je vais changer de couleur là pour montrer que c'est quelque chose qui provient d'un calcul. Ainsi, j'ai tout de suite la température T3 et je vais de fait déterminer V3 qui est donc ici nRT3 divisé par P3. Donc 6 mol multiplié par 8,314 multiplié par T3 qui vaut 600 et divisé par 3 bars, donc 3 10 puissance 5. Et j'obtiens ici... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises, moi. Non. Je suis en mètres cubes, pardon. Donc en litres, ça va nous donner... litres. Enfin 99,7, je vais mettre 100. On peut vérifier que c'est cohérent parce que si j'ai une isochore, ça veut dire que la pression et la température sont proportionnelles. Donc en doublant la pression, j'ai bien doublé la température. Si j'ai une isotherme, en diminuant la pression d'un facteur 2, j'augmente d'un facteur 2 le volume. C'est cohérent. Et pour une isobare, c'est le volume qui est proportionnel à la température. Donc si je diminue la température d'un facteur 2, je diminue le volume d'un facteur 2. Donc c'est cohérent. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Donc première étape, constitution d'un tableau des états, et on garde bien ça de côté parce qu'il est fort probable que pour faire des calculs de transfert énergétique, on ait besoin de toutes ces grandeurs. Donc ça, on ne le perd pas. Donc quand on a tout compilé dans un tableau, c'est très pratique. On vous demande le diagramme de Clapeyron. Donc on n'oublie pas, et ça il faut le savoir, que le diagramme de Clapeyron, c'est pression en fonction du volume. Pression du gaz en fonction du volume du gaz. Comme à chaque fois, on fait l'hypothèse que c'est des transformations iso quelque chose. C'est forcément des transformations quasi-statiques. Donc, on peut définir une pression, un volume, une température à chaque instant. Donc, on va pouvoir décrire l'évolution du gaz à l'aide de courbes. Sur l'isochore, sur les isochores, c'est facile. Le volume est donné et est constant. Donc, ça va forcément être un segment vertical. On voit que la pression est doublée. Donc on part d'un état à un autre. Donc ici je vais avoir P1. Et là je vais avoir P2.
pour un volume qui est doublé, qui va correspondre au petit volume à 50 litres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les unités légales. Et même à la limite, vous n'êtes pas obligé de faire un dessin à l'échelle. Hein. Donc l'état 1, c'est celui-ci, et l'état 2, c'est celui-là. Donc je mets bien l'état 1, je mets bien l'état 2, et je relie, puisque le processus est isocore, mes deux points qui correspondent à mes deux états d'équilibre initiaux et finaux, par un segment qui modélise ici l'isocore. Je tiens à rappeler que tout état d'équilibre, tout état intermédiaire ici est un état d'équilibre parce que je fais l'hypothèse d'une transformation iso-core, donc ici qui est nécessairement quasi-statique. Donc chaque état intermédiaire a lui-même un état d'équilibre. Ensuite, on a une isotherme. Donc je vous rappelle que dans le cas d'une isotherme, c'est P fois V égale constante. Donc P égale constante sur V, c'est une branche d'hyperbole. Donc une isotherme à 600 degrés où je reviens à une pression P1 en augmentant le volume. Donc branche d'hyperbole pour l'état 3, comme ceci. Et puis ensuite j'ai une isobare. Donc je reviens à l'état initial avec un segment qui est horizontal. Voilà. On a un cycle. D'emblée, je vous rappelle que l'air à l'intérieur du cycle va être une donnée importante pour la suite. Donc voici pour le point 1, à savoir représenter les évolutions sur un diagramme de Clapeyron et compiler les valeurs P, T et V dans un tableau. Ensuite, il faut calculer les transferts, travaux et transferts thermiques, ainsi que les variations de stock, énergie interne et enthalpie, à chacune des étapes. Donc là, il va falloir faire un bilan énergétique. Je garde en tête que c'est 6 mol. Donc, je vais essayer de tout compiler, ça va pas être facile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais choisir de tout mettre dans un tableau aussi, ça peut être intéressant. Donc, W, Q, delta U et delta H. Et on a l'étape isotherme, isocore de 1 à 2. Ensuite, on a l'étape de 2 à 3 qui est isotherme. Et l'étape de 3 à 1 qui est isobare. Comme c'est des transformations, on ne fait pas figurer des états, comme c'était le cas dans le tableau, on fait figurer des transferts, donc de passage d'un état à un autre. Et à nouveau, on peut d'ores et déjà exploiter la nature des transformations pour essayer de compléter tout de suite les choses. On sait notamment que pour une isocore, étant donné que le travail élémentaire des forces de pression, eh bien, c'est moins la pression fois la variation du volume, forcément, sur une isocore, le travail est égal à 0. Obligatoirement. Et que forcément, étant donné que le travail est égal à 0, en appliquant le premier principe, à savoir que delta U c'est W plus Q, forcément, j'ai un connecteur logique entre deux cases, à savoir que Q est égal à delta U. Donc si je trouve un, je trouve l'autre. Et puis, on peut utiliser aisément le fait que delta H, c'est gamma fois delta U. Donc qui est une relation vue dans le cours. Ou, à défaut, utiliser le fait que delta H, c'est delta U plus delta PV, effectivement. Donc forcément, si je trouve l'un, je trouve l'autre. Obligatoirement. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai une isotherme. Faut pas oublier que pour un gaz parfait, eh bien, delta U, c'est N CVM fois delta T.
Donc forcément, si j'ai une isotherme, la température est constante. Donc je sais que delta U est égal à 0. Et forcément, je sais que delta H est égal à 0. J'ai beaucoup d'informations. Et donc, comme delta U est égal à 0, je sais forcément que Q et W sont reliés. Donc, il y a un connecteur logique entre les deux. Il n'y a pas égalité, hein, ici, il y a une opposition. Mais il y a un connecteur logique entre les deux. Facile. Pour les isobars, et ben pour les isobars, c'est un petit peu plus complexe a priori, mais on se rappelle un petit peu quelque chose qui doit être de la nature d'un réflexe. Quand on a une isobar, ce qu'il faut utiliser, c'est effectivement l'enthalpie, à savoir que pour une isobar, on a delta H qui vaut Q, donc forcément, j'ai un connecteur logique entre ceci, et donc d'emblée, je vais pouvoir relier effectivement les différentes cases ici présentes. Ainsi, je vais effectivement maintenant pouvoir rentrer dans le vif des calculs, maintenant que j'ai effectivement compilé tout ça. Donc c'est parti, il va me falloir un petit peu de place. Je vais effacer ici. Ah, tant pis. On y va. On y va. Donc, je prends l'isocore. On peut le faire dans l'ordre, qu'importe. Donc, comme on vient de le voir sur l'isocore, donc W de 1 à 2 est forcément égal à 0. Et donc, on a Q de 1 à 2 qui est donc égal à delta U de 1 à 2. Or, delta U, c'est N, CVM, multiplié par, du coup, 1 à 2, ça veut dire que j'ai le delta, c'est la fin moins le début. Avec, je vous le rappelle, CVM qui vaut R sur gamma moins 1. Ça, c'est aussi un résultat de cours qu'il faut savoir. En conséquence, on peut effectivement calculer le transfert thermique et le delta U correspondant. Alors, vous pouvez éventuellement, étant donné que CVM, c'est R sur gamma moins 1, vous avez le NR qui apparaît. Et donc, en le distribuant, NRT2 moins NRT1, ce qui vous permet de calculer à l'aide des produits PV aussi. Donc, c'est possible, mais là, je vais le faire directement. Je vais calculer R, donc 8,314 divisé par, on vous dit que c'est un gaz monoatomique, donc le gamma vaut 5 tiers. On aurait aussi pu dire que CVM, c'était 3 demi de R aussi, hein. Ça c'était tout à fait possible. Donc ça nous fait du 12,47 dans les unités du système international. Et donc ainsi, en multipliant par 6 mol et en multipliant par l'écart de température, donc 300 Kelvin ici, ça nous fait du 22,45, donc je vais arrondir comme dans le texte ici, 22,5 en kilojoules. Je vais utiliser des kilojoules dans le tableau. Donc 22,5 kJ pour delta U, donc 22,5 kJ pour Q. Et j'ai plus qu'à multiplier par gamma, donc par 5 tiers, pour avoir delta H à 37,4. Peut-être en arrondissant à 37,5 d'ailleurs. Voilà. En kilojoules. Bien. Voici pour l'isocore. Maintenant, je vais passer à l'isotherme. Voilà. Donc, pour l'isotherme, j'ai delta U qui est égal à 0 et ce qui me donne forcément Q opposé à W. Or, sur une isotherme, c'est facile de calculer le travail puisque j'ai ici le travail de 2 à 3 qui nous donne l'intégrale de V2 à V3 de NRT sur V fois D de V.
Or, NRT, je peux le sortir parce que c'est une isotherme, et on a vu que ça nous donne ici NRT, alors du coup ça va être, je ne sais pas, T2 ou T3, qu'importe, hein, c'est la même, fois le logarithme de V3 sur V2. Donc je peux aisément faire le calcul. Donc V3 sur V2, bah, ça nous donne 2. Je peux garder des litres, le rapport ça ne change pas. Donc j'ai log de 2, multiplié par 6, multiplié par 8,314 et multiplié par la température qui est à 600. Donc ça nous donne 20,8. Avec le signe moins, donc moins 20,8, c'est une détente, donc on a bien une grandeur négative. Et donc forcément, le transfert thermique est à plus 20,8. Voici pour l'isotherme. On va traiter maintenant l'isobar. Donc sur l'isobar, chose importante, hein, delta H, c'est Q, puisqu'il n'y a pas d'autres travaux que le travail des forces de pression. Donc forcément, je vais tout de suite avoir Q. Or, delta H, c'est N, c'est PM fois delta T. Et delta T ici, pour passer de l'état 3 à l'état 1, c'est bien la fin, T1 moins T3. Ou CPM, c'est gamma fois CVM. Encore autre chose ici, comme j'ai un gaz parfait monoatomique, on peut écrire que c'est 5 demi de R. Donc 2,5 fois 8,314, ça nous donne du 20,8 dans les unités du système international. Ainsi, on se retrouve avec Q, qui est égal à delta H, et qui est donc égal à 6 fois 20,8 multiplié par T1 moins T3, donc j'ai moins 300. Donc attention, là j'ai une perte. Donc 20,8 fois 6 multiplié par moins 300, ce qui nous donne du moins 37,5 en kilojoules. Donc forcément, Q c'est moins 37,5. Et je vais calculer delta U comme étant delta H sur gamma. Donc je divise par 5 tiers. Ah ben, je me suis trompé. Donc divisé par 5 tiers. Donc j'obtiens du 22,5. Donc moins 22,5. Et pour calculer W, bah, j'ai tout simplement delta U moins Q, d'après le premier principe. Donc j'enlève, j'ai fait une bêtise. Ah non, voilà, c'est moins 22,5. Donc j'enlève moins 37,5, donc ça me fait rajouter du plus 37,5 en kilojoules, ce qui nous donne du plus 15 en kilojoules. Ou vous auriez pu faire autrement, ou comme c'est une isobar, vous pouvez écrire que c'est moins P, ici P1, voilà, facteur de V1 moins V3. Attention, dans ce cas-là, il faut bien mettre les pressions en bar et les volumes en mètres cubes. Donc V1 moins V3, c'est moins 50 litres. Donc je vais compenser le 6 qui est là. Donc moins 50 litres avec le 6 ça nous fait du 50 10 3. Multiplié par 3 bars, donc 3 10 puissance 5. Ça nous donne bien du 15 000, donc 15 kJ, il n'y a pas de souci.
on a ainsi déterminé tous les transferts au cours de cette opération cyclique constituée d'une isotherme, d'une isobar et d'une isocore. Pour terminer, on vous demande de regarder ce que ça donne sur le cycle. Si je regarde sur le cycle, je vois que delta U sur le cycle est égal à 0. C'est satisfaisant. Je somme les deux, ça me donne bien 0 sur chaque transformation. U étant une fonction additive, le delta U global, c'est la somme des delta U sur chaque SAT, et ça nous donne effectivement 0, car on revient à l'état de départ, l'énergie interne étant une fonction d'état, comme on revient au même état, forcément. La variation globale est nulle, ce qui ne veut pas dire que les variations intermédiaires le sont, mais la somme des variations intermédiaires donne 0 total. De même, delta H sur le cycle est égal à 0, c'est gamma fois ça, ou alors vous pouvez dire aussi que H est une fonction d'état, donc il n'y a pas de souci. Quand on regarde W sur le cycle, eh bien on somme les différentes étapes, donc ça nous donne du moins 5,8 kJ, c'est négatif, et on sait que ça doit correspondre à l'opposé de l'air intérieur, puisqu'on a un cycle qui est parcouru dans le sens inverse trigonométrique. Donc, on a effectivement l'air intérieur ici qui correspond à 5,8 10 puissance 3 joules. Et si je regarde Q sur le cycle en sommant, eh bien 20,5 plus 20,8 moins 37,5, eh bien, ça va nous donner du plus 5,8 kJ. Donc, on retrouve bien le fait que c'est l'opposé du travail sur le cycle. Ainsi, tout est validé. Donc, on obtient ici un cycle à travail négatif, donc un cycle moteur, et qui absorbe donc de la chaleur pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est typiquement, alors c'est pas exactement ça dans un moteur de voiture, mais ça ressemble à ça. À savoir qu'en absorbant de la chaleur sur le cycle qui est lié au produit de combustion du carburant, eh bien, on a le système thermodynamique qui cède de l'énergie mécanique à des pièces mobiles qui se mettent donc, en l'occurrence dans le moteur, à tourner et via le système d'arbre à cames, etc., à permettre la translation du véhicule. Donc ça, c'est des choses qu'on étudiera plus spécifiquement dans le chapitre 4.